Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce tour d'inspection de la semaine, avec là encore pas mal de choses à dire et à voir, mais pas d'empressement, prenons les choses une par une. En effet, que de chemin parcouru pour SpaceX depuis cette toute première ébauche du Starship qu'incarne véritablement le fameux Starhooper et les tout récents prototypes développés en ce moment même au Texas. En parallèle de ce développement, vous allez voir qu'on assiste à un entraînement drastique des bras de la tour afin que ces derniers soient définitivement prêts pour le grand soir du 5e vol, où ils auront peut-être l'opportunité de rattraper le booster. Une manœuvre qui n'en finit pas de faire parler et qui suscite autant d'inquiétude que d'enthousiasme. Mais ne perdons pas de temps, allez c'est parti, on décolle pour Boca Chica. Un petit récapitulatif des tout premiers prototypes de Starship pour ces news légères, voilà qui pourra provoquer l'étonnement de certains à l'avenir quand ils réaliseront que ce simple petit prototype, tout droit sorti d'une BD cyberpunk et qui répond au doux nom de Starhooper, constitue l'origine du Starship. Il aurait été dommage de le laisser prendre l'humidité dans un coin du site de lancement, pas vrai? Du coup, il semblerait que l'entreprise lui a trouvé une place de choix, que dis-je, une place d'honneur, dans l'aile du futur bâtiment des bureaux de SpaceX, qui d'ailleurs devrait bientôt raccorder ce bâtiment à la Star Factory. En effet, Mauricio a remarqué lors d'un récent survol qu'une ouverture triangulaire avait été prévue sur le toit de cette aile encore en construction. Alors non, il ne s'agit sans doute pas d'une erreur d'architecte, avouez que cela ressemble pas mal à la configuration d'un hall d'accueil, haut sous plafond, avec une baie vitrée qui ferait un peu office de vitrine pour les nouveaux arrivants. Une sorte de musée hall d'entrée avec une estrade sur laquelle pourrait bien être installée la star des stars, le tout premier prototype si je puis dire du Starship, avec notamment son moteur Raptor. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse proposée par Mauricio les terriens ? Les ingénieurs du NRAO, le National Radio Astronomy Observatory, en français l'Observatoire National de Radioastronomie, centre de recherche américain qui dessine, construit et utilise des radiotélescopes, en collaboration avec les ingénieurs de SpaceX, ont réussi à déterminer que les transmissions directes des satellites vers l'œil des radiotélescopes étaient à l'origine trop souvent d'interférences pour leurs observations et pour la recherche astronomique. Pour éviter cela, SpaceX a décidé de faire en sorte que les satellites Starlink puissent dévier leur transmission située dans la ligne de mire des radiotélescopes, une technologie qui permet de réorienter dynamiquement les faisceaux satellites en quelques millisecondes seulement pour les projeter loin des télescopes dès que ces derniers entrent dans leur zone d'observation. Ce protocole d'évitement de leur ligne de mire permet de ne pas polluer ces zones tout en faisant en sorte que le service fourni par Starlink ne soit pas impacté. Comme quoi, l'entreprise compte bien faire évoluer sa technologie pour ne pas se mettre à dos la communauté des passionnés d'astronomie. Ceci dit, pour vous, en tant que particulier, si vous possédez un télescope, je suis pas certain que l'entreprise se donne tous mal pour vos observations personnelles. Allez, rendons-nous sur le site de lancement, et plus exactement de l'autre côté de la Highway 4, juste en face, où depuis quelques semaines, des travaux sont en cours. Cette aire, qui était jusqu'alors destinée à y déposer des gravats, à y stocker des graviers, semble désormais être réhabilitée, puisque du béton y a été coulé. Il semblerait selon Mauricio qu'il s'agisse de la construction d'un futur petit parking qui viendrait en complément des places qui longent le mur d'enceinte du site. Non loin de là, on peut voir la nouvelle entrée du site de lancement qui se dessine peu à peu, avec des coulées de béton là aussi, mais encore une fois avec SpaceX, absolument rien n'est certain. En effet, l'entreprise, pour rappel, pousse les murs et remanie, réorganise l'espace dont elle dispose au fur et à mesure de ses besoins, quitte à devoir tout recasser dans quelques semaines. Néanmoins, et comme la porte D2 diminue actuellement de largeur au fil des jours, semblant de plus en plus condamnée, nous devrions en toute logique être en mesure de voir très bientôt les plateformes de transport, les SPMT, passer par cet endroit pour accomplir leur mission, mais affaire à suivre. Si on laisse cette porte D2 qui rétrécit à vue d'œil donc, et qu'on dézoome un petit peu, on s'aperçoit que les travaux sur la ferme à Hergol se poursuivent sans toutefois donner dans le spectaculaire, avec des réservoirs verticaux en transit et probablement en attente d'une place attribuée et définitive, des échangeurs de chaleur qui attendent d'être raccordés, ou encore le mur de protection de l'extension en cours censé protéger les nouveaux réservoirs horizontaux récemment installés. Quant à l'ancien espace qui était dédié, rappelez-vous, aux réservoirs verticaux qui font désormais partie du passé, il est maintenant quasiment nettoyé, presque débarrassé de l'essentiel de la plomberie qui desservait le réseau cryogénique. Nous ne savons pas encore à cette heure ce que SpaceX compte faire de cette place laissée vacante, mais au vu de l'acharnement de l'entreprise à optimiser l'organisation de son site, nul doute que les ingénieurs trouveront bien une fonction à ce nouvel espace disponible.
Mauricio faisait remarquer en tout début de semaine dernière qu'un tuyau bleu qui était alors entreposé près du mur d'enceinte lui faisait furieusement penser à l'un de ceux qui avaient été aperçus sur le site de Massé. Il précise que ce type de tuyau fait actuellement partie du réseau du déluge qui est dédié au stand où les deuxièmes étages font désormais rugir leurs raptors. Et de là à penser que celui qui est pris ici en photo servira pour le déluge du pas de tir orbital B, il n'y a qu'un pas. Mais avant de se lancer dans toutes sortes de projections sur ce second Stage 0, intéressons-nous en premier lieu au chantier actuel qui lui est bel et bien réel. Je veux bien sûr parler de l'assemblage de la seconde tour orbitale. Samedi dernier, la tour recevait enfin son 7ème module grâce à la grue T-Rex qui au passage s'est fort bien remise de ses frayeurs lors d'un récent décrochage et qui après avoir vu quelques pièces être remplacées a pu poursuivre son travail normalement. Un superbe travail des équipes sur place, on ne s'en lasse pas, d'autant que tout va très vite, et à peine le 7ème module installé, le 8ème quittait déjà le site de Sanchez pour venir se poster non loin de ce nouvel édifice. Sans plus attendre, il se trouvait lui aussi pris en charge par la grue. Bon, quand vous regarderez cette vidéo, il aura sans doute déjà été empilé, voilà un chantier qui est en très bonne voie, avec une seconde tour qui devrait être totalement assemblée dans les délais qui avaient été annoncés. Pour une fois qu'on est dans les temps avec SpaceX, c'est plutôt pas mal. La grue T-Rex pourra alors être mise au sol afin de faire place nette pour les festivités à venir. En effet, ça ne vous aura pas échappé, le 5e vol approche à grands pas. Cette prochaine tentative du Starship sera à n'en pas douter un événement, à la fois pour le spectacle qu'elle offrira, mais également pour les prouesses techniques auxquelles l'entreprise devra se livrer. Et l'une d'entre elles attire particulièrement notre attention aujourd'hui, puisque parmi toutes les étapes de vol des 2 étages, le véritable projet audacieux auquel nous pourrons peut-être assister, c'est bien la récupération du booster par les bras de la tour orbitale Mekazila. Là, c'est quand même le pari le plus fou de SpaceX. Dans cette optique, du côté du pas de tir orbital A, les Chopsticks ont commencé depuis plusieurs semaines un entraînement drastique, et notamment ce week-end en passant toute une batterie de tests. Le tout premier consistait à effectuer une fermeture rapide. Les 2 bras ont été testés indépendamment l'un de l'autre, puis ensemble à pleine vitesse, un essai qui révèle au niveau du bras gauche des rebonds qui sont bien évidemment non voulus ici. On voit donc que tout n'est pas sous contrôle et qu'il manque un peu de maîtrise encore avant d'arriver à un mouvement très précis et rapide des Chopsticks. D'ailleurs, et pour rappel, on n'insistera jamais assez sur la dangerosité de tenter une telle expérience avec si peu de vols effectués en amont. Alors certes, l'entreprise a cette réputation d'apprendre de ses erreurs et d'itérer rapidement, lui permettant ainsi d'avancer très vite dans le développement de sa fusée, mais pour autant, et même si Elon Musk a précisé qu'il ne tenterait pas le rattrapage par les bras de la tour qu'à la condition expresse que tout soit nominal dans la phase de descente du booster, il ne faudrait surtout pas que cette manœuvre tourne au fiasco complet, et où il serait très ennuyeux d'endommager le seul pas de tir actuellement viable de l'entreprise au Texas. Voilà qui est dit, même s'il est vrai qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Afin de compléter cette campagne de test, l'article B14.1 a finalement été réinstallé sur la table orbitale pour subir une belle session de gifles. Enfin pardon, je voulais le dire ici afin de permettre aux Chopsticks de s'entraîner pour cette manœuvre si délicate. Comme le dit si bien ici Chris Bergin de l'équipe de NASA Spaceflight, le but de cette session est de paramétrer au mieux les bras de la tour, de les calibrer avec le plus de justesse possible, à la fois dans leur mouvement de fermeture, mais aussi dans leur capacité à capturer le premier étage avec suffisamment de fermeté sans pour autant lui causer le moindre dommage. Autre fait notable, qui ne vous aura sans doute pas échappé, c'est ce léger rebond encore une fois, qu'on aperçoit juste après la saisie de l'article test B14.1, et c'est cela qui constitue le véritable problème. On pourrait penser que la raison de ce balancement involontaire des bras est simple, en effet chaque bras a récemment reçu, on en a parlé lors du tour d'inspection de samedi soir, l'équivalent de pare-choc censé amortir la prise, mais ce rebond involontaire a bien été remarqué lors des tout premiers essais du B14.1, alors que les Chopsticks étaient encore dotés d'amortisseurs constitués d'une sorte de mousse. Ce ne sont donc pas ces pare-chocs qui sont à l'origine de ce rebond observé ici, il semblerait plutôt que cela soit dû en grande partie au fait que les bras de la tour sont trop longs et entraînent une masse conséquente dans leur élan. Elise April, toujours pour NASA Spaceflight, nous a partagé il y a quelques jours une compilation des 6 derniers tests effectués par les équipes de SpaceX pour simuler ce rattrapage. Espérons donc que dans les prochains jours, le rebond inquiétant que nous observons à chaque fois aura disparu et que la capture sera cette fois nette et précise. Dans le cas contraire, on se demande si SpaceX serait en mesure de remplacer la V1 des Chopsticks, apparemment trop long et peut-être inadéquat, par une V2 sur mesure avec des bras plus courts, peut-être comme ceux qui ont été rapatriés de Floride et qui attendent sur le site de Sanchez. Qu'en pensez-vous les terriens? Je serais curieux de vous lire sur ce sujet en commentaire. Un dernier test pour la route, cette fois filmé par les caméras de Lab Padre, où l'on voit bien les rails des Chopsticks se soulever pour offrir un amorti supplémentaire. Un dispositif essentiel qui est rendu possible par l'installation de vérins incrustés dans la structure même de chaque bras et qui devrait permettre une adaptabilité maximale pour une réception tout en douceur.
Enfin, le B14.1, après avoir servi de cobaye pendant un long moment, s'en est allé rejoindre le site de production, sans qu'on sache si la série de tests à laquelle nous venons d'assister a réellement été probante. C'est donc une affaire à suivre de près. Allons sur le site de Sanchez à présent, et j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez tout savoir de la Starbase et mieux comprendre l'organisation de ce complexe spatial que SpaceX a construit à une vitesse incroyable ces 5 dernières années, je vous invite à vous référer au journal de la Starbase de mercredi dernier où on refaisait un petit récap complet des différents sites. Alors le site de Sanchez, c'est un genre de site scout suisse, comme nous l'évoquions récemment, et qui depuis l'apparition du gigantesque parking semble vouloir retrouver ses petits. Il faut dire que l'endroit est parsemé de petites zones à l'air libre pour la plupart et qui servent de lieu de stockage afin d'entreposer les équipements et autres bouts de structures en construction à destination des autres sites de la Starbase. L'avenue Remedios, célèbre voie de circulation sur le site de Sanchez, colle d'ailleurs tout à fait à cette description. Les équipes de SpaceX sur place ont décidé de nettoyer cette zone de stockage un peu chaotique, et le mot est faible puisqu'on y trouve de tout. Des rangées d'étagères où étaient stockées toutes sortes de pièces ont donc été déménagées pour être installées, devinez où? Et oui, pour être installées dans la Star Factory, qui voit chacun de ses ateliers ou postes de travail devenir peu à peu opérationnels en fonction de l'avancée des travaux qui sont toujours en cours à l'intérieur. La pouponnière à prototype est en mesure désormais de récupérer et d'intégrer ces éléments afin d'avoir tout sous la main pour la production des appareils. Bon, au vu de l'encombrement du site de production, et oui on voit souvent beaucoup de circulation sur cette voie centrale entre les hangars et la Star Factory, le site de Sanchez a quand même de beaux jours devant lui puisqu'il dispose de l'espace nécessaire pour, par exemple, stationner le Crab, le fameux stand dédié au 2e étage du Starship pour leur campagne de test sur le site de Massey. Et oui, quand ce dernier n'est pas en service, il faut bien lui attribuer une place de repos. Toujours en attente de partance pour le site de lancement, les bras raccourcis de ce nouveau Mechazilla, entreposés à quelques dizaines de mètres de là, avec leur chariot, qui pour rappel se trouve être la structure qui rattache cette V2 des Chopsticks à la nouvelle tour orbitale. Là aussi, nous ne devrions pas tarder à voir cette dernière être pourvue de bras, et j'avoue que j'ai hâte de les voir passer à l'action, mais chaque chose en son temps. Une centrale est aussi en cours de construction depuis quelques mois, avec une extension qui peine à voir le jour, mais qui tout de même finit par être complétée. Il reste encore pas mal de travail ici, mais elle devrait être opérationnelle dans quelques semaines. Il s'agit pour le coup de fournir l'énergie supplémentaire au site, avec plus d'espace pour y installer de nouveaux générateurs, le lieu étant très gourmand de certaines ressources essentielles à son bon fonctionnement. Allez, rendons-nous sur le site de production juste à côté pour faire le point sur les prototypes. Le S33 a reçu la visite de l'un des segments au sein du second Mégabay, sa nouvelle demeure où il retrouve peu à peu ses petits. Sa section arrière a donc été livrée, et un peu plus tard, on l'aperçoit dans l'embrasure de la porte, le S33 a été soulevé puis empilé sur celle-ci afin que des ouvriers puissent ensuite se mettre à souder les deux parties. Nous ne devrions donc plus tarder à voir ce prototype, premier digne représentant de la V2, parader fièrement sur la Highway 4 en direction du site de Massey pour entamer sa campagne de test. Pour rappel, la V2 du 2e étage du Starship sera dotée d'ailerons plus effilés, avec des points de levage abaissés au niveau de sa porte au cargo et non plus situés sous ses aisselles, comme c'était le cas pour la V1. Un autre changement notable, c'est le header tank de méthane destiné au futur S34, dont nous avons encore parlé samedi dernier. Et oui, il s'agit bien du même genre de header tank que celui que nous avions aperçu au sein de la Star Factory durant l'interview d'Elon Musk menée par Tim Dodd très récemment. Ce tout nouveau petit réservoir, censé être logé sous la coiffe du prototype, avait d'abord été transféré sur le site de production avant d'être finalement évacué de la Starbase pour une destination inconnue. Bon, il semblerait que pour Marcus House, le site de McGregor pourrait être une option, afin peut-être que son design soit retravaillé. Affaire à suivre. L'aperçu de quelques coiffes de la V2 au sein de la Star Factory a néanmoins permis à certains observateurs de la Starbase, tels que Chameleon Circuit, d'en déduire la façon dont les header tanks sont intégrés sous le nez des prototypes. En premier lieu, celui qui est dédié à l'oxygène est installé, puis c'est au tour de celui dédié au méthane d'être glissé sous la coiffe. Deux opérations rendues extrêmement simples qui sont ensuite complétées par l'assemblage des tuiles thermiques. Retournons vite fait sur le site de Sanchez, et plus précisément sur le Rocket Garden, le musée des fusées transformé en lieu de transit la plupart du temps, qui incarne bien ici à la fois le passé de l'aventure Starship, mais aussi son avenir, qu'il soit hautement probable ou incertain. En effet, vous apercevez en tout premier lieu l'antiquité S20 pour ce qui est du passé, et pour l'avenir hautement probable, nous retrouvons les deux futurs candidats à l'orbite, à savoir le S30 qui participera au 5e vol en compagnie du B12, toujours dans le premier Mégabay, et juste derrière lui le S32, dernier prototype de la V1, qui participera pour sa part au 7e vol en compagnie du B14, lui aussi encore dans le premier Mégabay.
Enfin, pour ce qui est d'un avenir plutôt incertain, on a le S26 qui pour l'instant et curieusement ne semble pas avoir été découpé en morceaux. Le mal-aimé des prototypes n'a visiblement pas dit son dernier mot. Il va falloir patienter encore un petit peu avant de savoir quel sort lui réservent les équipes de SpaceX. Et voilà les terriens, merci encore pour votre présence chaque semaine. Votre œil de lynx nous est fort utile pour ces 2 tours d'inspection des travaux de la Starbase le mercredi et le samedi. Si vous découvrez la chaîne, profitez-en pour vous abonner, c'est gratuit. Activez bien la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos que je poste ici. Et surtout, pensez bien s'il vous plaît à mettre un pouce en l'air afin que l'algorithme de YouTube recommande notre contenu à de plus en plus de monde. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, on se retrouve ce vendredi sur le journal de l'espace pour l'actualité spatiale de la semaine. A très bientôt les terriens.